Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du French Podcast. Je suis Charline et aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui touche tout le monde, la famille. Emmanuel, tu es prêt à raconter quelques anecdotes familiales en français? Prêt est un petit mot. Je veux dire que la famille, ça me parle surtout avec toutes ces expressions françaises qu'on utilise sans même s'en rendre compte. On va s'amuser à explorer ça. Tu crois pas? Oh oui, et puis quoi de mieux que d'apprendre du vocabulaire, des phrases utiles, tout en rigolant un peu avec les histoires de famille. Mais avant de rentrer dans le vif, un petit tour de table. Tu viens d'une famille nombreuse, Emmanuel. C'est pas mal chargé chez moi. Deux grandes sœurs, un petit frère et des cousins partout. Chaque repas, c'est presque un mini réunion de village. Mais allez, je te retourne la question. Chez moi, c'est plus calme, une grande sœur très protectrice et des parents bavards. Mais justement, ça me donne envie de commencer par le début, comment on présente sa famille en français. Tu sais, la première chose qui me vient, c'est la fameuse phrase: j'ai deux frères et une sœur. Simple, efficace. Mais on peut vite enrichir si on veut aller plus loin, non? Carrément, on peut dire je vis avec mes parents, ma mère est professeure ou même mon père adore cuisiner. C'est tout de suite plus personnel. Et pour les familles recomposées, c'est pas rare d'entendre j'ai une demi-sœur ou un beau-frère. Tu sais, on m'a déjà demandé la différence entre demi-frère et beau-frère, c'est pas toujours évident au début. Exactement, ça peut prêter à confusion. Demi, c'est quand on partage un parent et beau, c'est plutôt par alliance. Tiens, tu te souviens de la première fois que tu as dû expliquer ta famille en français à quelqu'un? Oh, totalement. J'ai bugué sur cousin germain et cousin éloigné. Mais ça m'a appris à improviser avec le vocabulaire. D'ailleurs, ça me fait penser, on devrait lister un peu les mots clefs pour nos auditeurs. Alors on sort les grands classiques, père, mère, frère, sœur, mais aussi oncle, tante, cousin, cousine, grand-père. Grand-mère, et toi tu en utilises d'autres au quotidien? Ah oui, j'adore employer neveu et nièce parce que ma famille adore les bébés. Et puis il y a parrain et marraine, souvent utilisés lors des fêtes ou pour raconter des souvenirs de baptême. Oh, et n'oublions pas belle-mère et beau-père qui peuvent prêter à sourire selon le contexte. Une amie a même cru que belle-mère voulait dire jolie maman la première fois. C'est vrai que ça porte à confusion. Mais bon, le vocabulaire, c'est une chose. Ce qui rend une conversation vivante, ce sont aussi les petites phrases typiques qu'on échange en famille. On en partage quelques-unes. Super idée. Il y a des tas d'expressions drôles ou tendres qu'on utilise tous les jours. On passe à ça? Chez moi, on entend souvent passe-moi le sel, s'il te plaît, mais aussi arrête de taquiner ta sœur ou qui veut du dessert. La phrase qui met tout le monde d'accord. Ah, la fameuse question du dessert, chez moi, c'est plutôt on dîne à quelle heure ou c'est à qui de sortir la poubelle. Moins poétique, mais tellement authentique. Ce qui me fait rire, c'est le touche pas à ça dès qu'un plat sort du four, ou alors va dire bonjour à ta tante pendant les réunions de famille. Et puis, il y a les surnoms, mon petit chou, ma puce. C'est mignon, mais parfois un peu embarrassant devant les copains. Tu as eu droit à des surnoms chelous, Emmanuel? Oh, tu n'imagines même pas, mon oncle m'appelait la tornade quand j'étais petit. Mais au fond, toutes ces petites phrases créent des souvenirs. Justement, on pourrait donner 2 à 3 astuces pour pratiquer ce vocabulaire à la maison. Une astuce toute simple, c'est de faire une petite présentation de sa famille à voix haute ou d'écrire de courtes descriptions. Même enregistrer un mini-audio, ça aide à automatiser. Je suis fan des jeux de rôle. Tu joues le parent, l'enfant ou même le cousin grincheux, ça rend l'apprentissage vivant et tu peux même inventer des familles complètement folles pour t'amuser. Oh, et pourquoi ne pas regarder des séries ou des films français? Repérer les dialogues de famille, c'est génial pour entendre le vocabulaire en action. Excellente idée. Même écouter ce podcast, petite pub discrète, peut t'aider à reconnaître les mots et les phrases clés. D'ailleurs, avant de conclure, tu aurais une anecdote familiale à partager, Charline? Ah ah, j'en ai une ou deux croustillantes, mais il faudra écouter l'épisode bonus. Pour l'instant, on file vers la fin de cet épisode, mais on vous donne quelques conseils pour aller plus loin. Pour progresser, rien ne vaut la régularité. Un mot ou une expression par jour, c'est déjà énorme. Et puis, n'ayez pas peur de vous tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Exact. Et si vous avez envie de partager vos propres histoires de famille en français, ou même de poser vos questions, écrivez-nous sur les réseaux sociaux du French Podcast. On adore vous lire. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que ces exemples et ces conseils vous donneront envie de parler de votre famille en français, sans stress. À très vite pour un nouvel épisode du French Podcast. Prenez soin de vous et surtout amusez-vous avec le français, même en famille. Salut tout le monde. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises.
Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue. On s'est tous retrouvés un jour ou l'autre à devoir parler de nos proches en français ou décrire quelqu'un qu'on vient de rencontrer, non? Ah oui, tout à fait. C'est un peu la base quand on apprend la langue, mais ça demande quand même assez vite du vocabulaire pour être précis, quoi. Exactement. Et c'est une chance parce que le français est particulièrement riche pour ça, pour exprimer toutes les nuances, les liens familiaux, ou pour peindre le portrait de quelqu'un. Que ce soit l'apparence ou le caractère. C'est ça. Et c'est ce qu'on va explorer un peu ensemble aujourd'hui. Voilà. Alors, pour préparer cette discussion, on a regardé pas mal de choses, hein. Des leçons en ligne très pratiques, des articles de blog aussi, avec des astuces concrètes. Oui, des extraits de manuels de vocabulaire, des exercices, même des listes de mots, des arbres généalogiques pour bien visualiser. Exactement. Donc, notre mission, si on peut dire, Mhm. c'est d'en extraire l'essentiel. Le vocabulaire clé, évidemment. Oui, mais pas seulement. Aussi les petits points de grammaire qui sont indispensables, et puis ces fameuses subtilités culturelles qui font la différence. L'idée, c'est ça. Pouvoir parler de sa famille, décrire les gens de manière fluide, naturelle. Allez, on y va. C'est parti. Commençons par le commencement, le noyau familial. Les bases. Oui, toutes les sources sont d'accord là-dessus. Le père, la mère, le frère, la sœur. Et puis le fils, la fille. Et les termes qui regroupent les parents, les enfants, ça c'est vraiment l'indispensable. Absolument. Et ce qui rend la langue plus vivante, ce sont ces petits mots affectueux qu'on entend partout. Ah oui. Comme Papa, maman, ça c'est classique. Et plusieurs listes mentionnent aussi papy, mamie pour les grands-parents. oui. Ou tonton, tati pour les oncles et tantes. Exactement. Ça donne tout de suite une couleur plus perso, plus chaleureuse, quoi. Oui, c'est une bonne remarque, ça. Et dès qu'on parle de frères et sœurs, bim, la grammaire, l'accord en genre. Ah oui, incontournable. On le voit bien dans un dialogue là où Pierre dit « mon frère Thomas », mais « ma sœur Claire C'est ça. Ou dans un texte, Oscar qui parle de son frère Henri et de sa sœur Thérèse. ». C'est un réflexe à prendre, Ouais. quoi. Automatique pour les natifs, mais essentiel à maîtriser. C'est clair. Bon, élargissons un peu le cercle, la famille un peu plus étendue. Les grands-parents, Oui, les grands-parents, paternels ou maternels, l'oncle, la tante, le cousin, la cousine. le neveu, la nièce. Voilà, c'est les personnages qu'on retrouve souvent dans les exercices ou dans les arbres généalogiques, comme ceux d'Oscar et de Paul qu'on avait. Et puis il y a la famille, par alliance. Celle qui arrive avec le mariage ou la vie de couple. Tout à fait. Alors on a bien sûr le mari, la femme, ou les termes un peu plus formels, l'époux, l'épouse. Et les listes nous donnent le beau-père, la belle-mère. Attention d'ailleurs, ça peut être les parents du conjoint ou le nouveau conjoint d'un parent. Oui, c'est vrai, il faut faire gaffe. Il y a aussi le beau-frère, la belle-sœur. L'exemple d'Oscar est pas mal pour ça. Son oncle Gilbert est marié à Sonia, qui est la sœur de sa mère. Donc Charles, le père d'Oscar, est le beau-frère de Sonia. C'est ça. Et tout cet ensemble-là de parents par alliance, on appelle ça comment? Collectivement, la belle famille. Voilà. La belle famille. Un mot hyper courant et un concept socialement très présent en France. C'est vrai. Et les sources qu'on a vues abordent aussi la diversité des familles aujourd'hui. Ah oui, On parle de familles nombreuses, bon, ça c'est clair, mais aussi de familles recomposées. C'est fréquent maintenant. mhm, Le texte sur Paul, par exemple, il mentionne sa demi-sœur Olivia. C'est la fille de son père et de l'ex-femme de son père. d'accord. Et à l'opposé de la famille nombreuse, on a le concept de... Fils unique ou fille unique. Exactement, une leçon posait la question d'ailleurs. Et on apprend que Charves, le père d'Oscar, est fils unique. Et j'ai vu aussi mentionner frère de lait ou sœur de lait. C'est plus culturel, ça, non? Très fort tissé dans l'enfance. Moins fréquent aujourd'hui peut-être. Ok. Bon, impossible de parler de sa famille sans les possessifs. Mon, ma, mes, ton, ta, tes. Ah, ça c'est la balle de la base. Son, ça, c'est, etc. Les exercices insistent beaucoup là-dessus. Et à juste titre. C'est clair. Comment dire à qui appartient la relation, sinon? Et puis, il y a cette petite règle un peu particulière au début. Devant un nom féminin qui commence par une voyelle ou un H muet, Ah oui, on utilise le possessif masculin. Mon ami, pas ma amie. c'est ça. Ou son histoire,
pas sa histoire. C'est pour que ça sonne mieux, pour éviter le AA, quoi. L'euphonie. Une leçon le rappelait bien. J'ai noté aussi une petite contraction intéressante. Laquelle? En parlant du frère d'Aya, l'explication c'était de on contracte de Aya en Daya, encore une histoire de voyelles. Ouais, c'est un détail, mais ça fluidifie tout. C'est beaucoup plus naturel à dire. Bon, super. On sait qui est qui dans les familles. Maintenant, il faut savoir les décrire. L'étape suivante, oui. La question clé, comme le rappelle un article, c'est à quoi ressemble-t-il? Ou à quoi ressemble-t-elle? Et pour répondre, deux verbes rois, être et avoir. Exactement. C'est simple, mais hyper efficace. Il est grand, elle a les yeux bleus, c'est vraiment le point de départ. Alors commençons par le visage. On peut parler de sa forme, Oui, rond, ovale, carré, allongé, du teint, pâle, mat, bronzé, hâlé, et puis les petits détails qui rendent unique. genre tache de rousseur, barbe, moustache. Rides, grains de beauté, voilà. Ah, et attention au piège, le mot face. Un article signalait ça. Ah oui, le faux ami classique. Ce n'est pas le mot neutre pour visage en français. On dit le visage. Face, ça existe, mais dans des expressions. Faire face, perdre la face. En face d'eux. Exactement. C'est pas pareil. Vaut mieux éviter la confusion. C'est noté. Continuons avec les yeux. Les couleurs de base, bon, ça va. Noir, marron. Oui, marron, c'est bien plus courant que brun pour les yeux, en fait. Puis vert, bleu. On peut préciser avec clair ou foncé. Bleu clair, vert foncé. Tout à fait. Et j'aime bien quand ça devient plus imagé. Les sources donnaient des exemples sympas. Comme yeux noisette. Oui, ou couleur jade, bleu ciel, bleu océan. Ça ajoute une petite touche. Et la structure, c'est avoir. Elle a les yeux noisettes ou être. Ses yeux sont bleu ciel. C'est ça. Et on remarque que l'adjectif de couleur vient après le nom. Très important. Ok. Passons aux cheveux. Point essentiel. Toujours au pluriel. Ah oui, les cheveux. On parle de la chevelure. Pour la couleur, noir, brun, blond, roux. Attention, roux, c'est red hair, hein, pas rouge. Non, non. Et il y a châtain aussi, ce brun clair très commun, puis gris, blanc. Avec des nuances possibles, là aussi. Blond vénitien, ce blond un peu roux. Noir corbeau, très noir brillant. L'article précisait bien blond pour yellowish, roux pour orange red. On décrit aussi la longueur, court, mi-long, long. Et la forme, la texture. Oui. Raide, straight, ondulé, wavy, bouclé, curly, frizzy, kinky. Et celui ou celle qui n'a pas de cheveux est... Chauve. Voilà. Et la structure, c'est pareil que pour les yeux. Il a les cheveux courts et bruns. Ou ses cheveux sont longs et raides. C'est ça. Bon, puisqu'on parle de couleur, c'est peut-être le moment de clarifier l'accord des adjectifs de couleur. C'est un peu le casse-tête parfois. Ah oui, bonne idée. Faisons le point. La règle générale, elle est simple. Les adjectifs simples s'accordent. Bleu, vert, noir. Exactement. Ils s'accordent en gendre et en nombre avec le nom. Une voiture verte, des chaussures noires. Facile. Ok, ça va. Mais après, marron par exemple. Ben voilà, première exception. Les adjectifs de couleur qui sont aussi des noms de choses, fruits, fleurs, pierres précieuses, sont invariables. Ah. Donc marron, orange, noisette, turquoise, olive, crème, tout ça c'est invariable. On dira des chaussures marron, des jupes orange. L'idée, c'est de la couleur du marron, c'est ça. C'est un peu ça, l'origine nominale bloque l'accord. Malin, hein? Pas mal. Et pour les couleurs composées genre bleu foncé? Deuxième exception, les adjectifs de couleur composée, avec deux mots comme bleu foncé, vert pâle, gris clair, ou même avec un nom comme bleu marine, vert kaki. Invariable aussi. Invariable aussi, donc des chemises bleu foncé, des cravates vert pâle. C'est la convention. Bon, voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci. Mais de rien. Pour finir avec le physique, il reste l'âge, la taille, la corpulence. Pour l'âge, jeune, âgé. Oui, et une source conseillait d'utiliser âgé plutôt que vieux ou vieille. Ça peut être perçu comme péjoratif, un peu impoli. C'est vrai. On peut aussi dire avoir la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Voilà, pour donner une idée plus vague. Pour la taille, c'est grand ou petit. Et la corpulence? Mince, c'est le terme neutre, c'est ça? Mi,
mince est courant. Et neutre existe, mais ça a souvent une connotation négative, genre trop mince, peut-être un problème de santé. Et à l'inverse, il y a gros ou corpulent. C'est ça. Pour dire tout ça, on utilise être. Il est grand et mince. Ou des verbes plus précis comme mesurer, peser. Oui, et j'ai vu aussi l'usage très courant, plus familier, avec le verbe faire. Ah oui, faire. Je fais 1m60, elle fait 60 kilos. C'est bon à savoir ça, pour comprendre et pour parler plus naturellement. Carrément. C'est très très oral. Bon, on a bien couvert l'extérieur, l'apparence, mais une description, c'est pas complet sans l'intérieur. La personnalité, le caractère, exactement. Comment on demande ça d'ailleurs? La question type, c'est comment est-il? Ou quel genre de personne est-elle? D'accord. Et là, pour répondre, les structures les plus fréquentes. Bien expliqué dans les sources, oui. Oui. C'est quelqu'un de plus adjectif au masculin singulier. Exemple, C'est quelqu'un de sympathique. C'est quelqu'un d'intelligent. voilà. Ou alors, c'est une personne plus adjectif accordé au féminin. Parce que personne est féminin. Ah oui, donc c'est une personne sympathique, c'est une personne intelligente. C'est ça. Explorons un peu le vocabulaire maintenant. Beaucoup de sources présentent ça par paire d'opposés. C'est pratique pour apprendre. Comme bon caractère, mauvais caractère. Oui, l'opposition classique. Ou sympathique, souvent sympa à l'oral, et antibâtique. On trouve aussi réservé face à bavard, timide. L'opposition nerveux-calme. Optimiste, pessimiste. Une qualité souvent appréciée, avoir le sens de l'humour. Très important. Et l'inverse, intéressant, ennuyeux. Bon, ça couvre déjà pas mal de choses, hein. C'est sûr. Et les listes vont plus loin, elles donnent des qualités et défauts plus spécifiques, souvent avec le nom qui correspond. Ah oui, c'est utile ça, d'avoir le nom et l'adjectif. Comme l'intelligence pour intelligent. Et son contraire, la bêtise pour bête, ou la générosité généreuse face à l'égoïsme, égoïste invariable celui-là. On voit aussi l'honnêteté, honnête, opposée à la malhonnêteté ou l'hypocrisie, hypocrite. La patience, patiente, patient, face à l'impatience, impatiente. La franchise, franc-franche. La paresse, paresseux, paresseuse. La gentillesse, gentil, gentille, contre la méchanceté, méchant, méchante. Un article cité comme qualité typique, aimable, drôle, fidèle, enthousiaste. Et comme défaut, têtu, stuborne. Oui, colérique, quick-tempered, susceptible, touchy, vaniteux, vaniteuse, vain. Oula, oui, ça fait une sacrée liste. C'est clair. Et ce qui est bien pour rendre la description vivante, c'est d'illustrer un trait par un comportement. Une source le suggérait. Ah oui, hein. Genre, elle est timide, elle ne parle jamais aux inconnus. Utiliser les adverbes de fréquence, jamais, parfois, souvent, toujours, ça aide beaucoup à apprécier. Bonne idée. Et pour pas non plus mettre les gens dans des cases trop rigides, on peut... Nuancer. Exactement. Les sources rappellent l'utilité des adverbes d'intensité. Assez, plutôt, très, vraiment, trop, tellement. Il est plutôt généreux. C'est moins absolu que il est généreux. C'est ça. Et Il est vraiment sympa, ça renforce. Attention à trop, qui a souvent une connotation négative. il est trop bavard. Oui, trop, c'est souvent négatif. Tout à fait. Et dans un registre plus informel, très oral, Les préfixes archi, méga, super, hyper. voilà. Les jeunes et moins jeunes adorent ça. Ce film est archi nul. Elle est hyper intelligente. Il est super sympa. Ça donne du peps. Carrément. Et il y a d'autres verbes aussi pour nuancer, non? Pour donner une impression plutôt qu'un rugement. Oui, comme paraître, sembler, avoir l'air, c'est plus doux, moins catégorique. Il a l'air sympathique, elle me semble un peu timide. C'est ça. Ça évite d'être trop direct parfois. Et puis, pour finir sur le caractère, il y a les expressions idiomatiques. Certaines sources en mentionnaient. Ah oui, les expressions imagées bien françaises, comme être comme chien et chat. Classique. Pour des frères et sœurs ou des collègues qui se chamaillent tout le temps. C'est ça, il y a aussi la mère poule. La mère très, parfois trop, protectrice. Et son contraire, un peu daté peut-être, le père fouettard. Le père autoritaire, sévère, oui. Un peu vieille l'image, mais l'expression existe. J'ai noté aussi fils à papa. Souvent un peu péjoratif, non? Pour un jeune homme qui profite de la situation de son père. Oui, c'est souvent utilisé comme ça. Et une autre très parlante, les chiens ne font pas des chats. Ah oui, ça veut dire que les enfants ressemblent souvent à leurs parents, pour le meilleur ou pour le pire. Exactement. Ces expressions, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Ça ajoute une dimension culturelle forte.
pour parler comme un natif. Eh bien, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon là, non? Du vocabulaire de base, de la famille, Aux nuances de la description physique et du caractère, en passant par les points de grammaire essentiels et quelques expressions colorées, on a vraiment brassé large avec toutes ces sources. oui, l'objectif final, c'est vraiment de donner des outils pour que les conversations en français soient plus riches, plus précises, plus personnelles. C'est vrai que pouvoir décrire quelqu'un ou parler de sa famille, c'est pas juste du vocabulaire, c'est créer du lien. Partager une perception, transmettre une émotion. Maîtriser ce langage, ça ouvre vraiment la porte à une communication plus authentique. Absolument. Et le secret, bon, on le sait, c'est de pratiquer, se lancer. Essayer d'utiliser ces mots, ces structures. Pour parler des gens qu'on connaît, d'écrire des personnages de films, de livres. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Tout à fait. Et pour continuer la réflexion, peut-être une petite piste. Ah oui? Au-delà des mots eux-mêmes, la manière dont on choisit de décrire quelqu'un, c'est intéressant. Quels traits on met en avant, lesquels on oublie, quelles nuances on utilise. C'est vrai, ça en dit long sur notre propre regard, notre relation à la personne. Et peut-être même sur la façon dont la culture francophone voit les relations humaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, qu'en pense notre auditoire? C'est une excellente question. Pour garder l'oreille et l'esprit ouverts, écoutez attentivement comment les francophones autour de nous décrivent les autres. C'est une leçon de langue et de culture permanente. Une exploration sans fin.